Bien, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette commission, si vous voulez bien. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Luc Courcel, qui, comme vous le savez, a été nommé à la tête du groupe Areva. Et Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission des affaires économiques. Vous le savez, la commission, nos commissaires ont été et demeurent très impliqués sur le sujet du nucléaire. Nous nous sommes intéressés. Pardon, François, tu voulais. Excusez-moi parce que j'ai oublié. Monsieur Brotte m'avait demandé la parole avant. Président, comme ça n'a rien à voir avec le sujet que vous êtes en train d'évoquer, je voulais vous faire, au nom de mon groupe, une remarque. Nous avons appris hier, et vous le saviez vous aussi, il y a quelques jours, que la commissaire européenne à la pêche était en France, était à Paris, et qu'elle a pris le temps, on ne peut pas lui reprocher, de rencontrer le groupe d'études. Bon, nous en avons parlé, nous, ce matin, entre nous. Je trouve dommageable qu'un commissaire européen qui se déplace ne puisse pas trouver 5 minutes pour venir dans une commission comme la nôtre, où il y aurait beaucoup plus de parlementaires. Le sujet est un sujet d'importance. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant, et c'est pas bon, me semble-t-il, pour l'image de nos parlements nationaux, que de faire en sorte que ces rencontres se réduisent à l'échelle d'un groupe d'études, quelle que soit la qualité du groupe d'études d'ailleurs. Je pense que notre commission aurait été, elle aussi, à même d'avoir cet échange, qui, de surcroît, d'après ce que j'ai cru comprendre, s'est passé pas très bien. Et donc on sait bien quand les commissaires daignent faire le tour des différents pays, ils font remonter un certain nombre d'informations et la manière dont les choses se passent n'est pas forcément à l'image de la manière dont le Parlement que nous représentons, nous, ici, aurait pu échanger. Voilà, je voulais vous dire que je déplorais ça. Vous n'y êtes pour rien, Monsieur le Président, en l'occurrence, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on gaspille entre guillemets, nos cartouches d'échange avec les commissaires européens qui se déplacent pas si souvent que ça dans les pays. Merci, Monsieur Brotte. Excusez-moi, Monsieur le Président. Juste une petite réponse. Quand je l'ai su, je m'en suis bien sûr préoccupé. Et c'était Madame la commissaire qui, venant à Paris, a souhaité voir les deux groupes. C'est elle, Assemblée Sénat en même temps, les deux groupes, sur un temps dont elle disposait, les deux groupes Assemblée Sénat, les deux groupes d'études. Donc voilà, je vous donne l'information parce que, bien évidemment, quand j'ai su ça, je m'en suis occupé et j'ai d'abord demandé, mais est-ce que c'est pas à l'invitation des groupes? Non, c'est Madame Damanaki qui elle-même a sollicité les groupes pour les rencontrer. Enfin, je voulais vous donner la réponse, mais sur le fond, je vous comprends complètement et je partage cette remarque, d'autant plus que j'avais prévu de l'auditionner. Donc voilà. Mais ça ne l'empêche peut-être pas. Mais enfin, c'est vrai que la disponibilité de ces commissaires sont pas énormes, mais on va tout de même essayer de l'avoir devant notre commission. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président. Donc je reprends et vous salue de nouveau. Je disais que nous étions intéressés de très près, et nous sommes toujours très intéressés par le nucléaire, d'abord avec une série d'auditions avant Fukushima, puisque nous nous intéressions, et nous nous intéressons toujours à la politique française du nucléaire, avec les auditions de Madame Lauvergeon, votre prédécesseur, d'EDF, du CEA, des instituts de sûreté et de sécurité. Et puis, après Fukushima, puisque, évidemment, nous avons suivi cette affaire de très près avec attention, avec tristesse par rapport au Japon. Et aujourd'hui, 6 mois après, alors que la situation semble se stabiliser, des questions se posent au sujet des répercussions pour la France, pour notre industrie nucléaire, et en l'occurrence pour vous, groupe Areva, puisque vous êtes devant nous aujourd'hui. Alors, moi, 3 ou 4 questions je vais vous poser, et ensuite les groupes et nos collègues vont vous poser des questions, parce que nous sommes en pleine actualité. Donc, bien sûr, quelles conséquences pour le groupe Areva de l'accident nucléaire japonais avez-vous
subi des annulations de commandes? Dans quel pays la construction de nouveaux EPR est-elle actée? Je pense au Royaume-Uni, à l'Afrique du Sud, à la Chine, à l'Inde. Et dans quel pays les perspectives se referment-elles? Et pour garder l'actualité, j'ai lu un article ce matin qui dit, et vous pourriez peut-être nous donner plus d'informations, Areva pourrait stopper des activités en Allemagne. Donc nous sommes là en pleine activité, suite effectivement à la décision allemande de sortir du nucléaire. Et puis au-delà de ces questions sur les conséquences immédiates, quelle est votre vision du marché nucléaire à long terme? Et avez-vous une stratégie de diversification dans les ENR? Voilà. Les installations nucléaires de base que vous exploitez en France ont été soumises au stress test. Au même titre que celles du CEA et d'EDF, quelle est votre appréciation des résultats de ceux-ci? Et pouvez-vous revenir sur le piratage informatique dont vous avez été victime, puisque c'est une question aussi qui nous importe. Sur le plan d'Areva même, pouvez-vous nous parler de la situation financière d'Areva? Prévoyez-vous une augmentation de capital du groupe? Qu'en est-il des projets de filialisation de vos activités minières, de la cession de vos participations dans le groupe Eramet? Enfin, comment comptez-vous participer à l'équipe de France du nucléaire? Êtes-vous favorable à un approfondissement de vos relations avec EDF? Et comment, vous maintenant, nouveau patron d'Areva, voyez-vous cette collaboration et cette équipe de France, entre guillemets? Voilà. Première question, mais je suis certain que mes premières questions sont déjà assez nombreuses. Mais si vous voulez bien déjà nous faire une petite présentation, et sachant que nos collègues vont certainement intervenir en nombre et que vous pourrez ensuite leur répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, merci pour votre invitation et merci pour l'intérêt que votre commission porte à Areva et au sujet du nucléaire. Et donc, 4 mois après ma prise de fonction comme président du directoire, 7 mois après la catastrophe de Fukushima, je me propose de tenter de répondre à l'ensemble des questions avec une petite présentation introductive, d'une part sur les perspectives internationales de l'énergie nucléaire, et puis évidemment sur la situation du groupe Areva aujourd'hui et mes priorités pour ce groupe. Alors, il est clair que le contexte mondial du nucléaire a été particulièrement impacté par l'accident de Fukushima, et à court terme, ce que nous devons faire, c'est gérer une période d'incertitude avant que les activités ne reprennent de façon significative. Il n'y a pas eu de coup d'arrêt à proprement parler, et à moyen terme, j'y reviendrai, les perspectives de marché, le développement donc des capacités nucléaires restent là, mais nous observons un report de plusieurs mois, parfois de quelques années, des différentes procédures d'appel d'offres qui ont été lancées, les électriciens nucléaires ayant pour priorité de réaliser les fameux stress tests, qui sont un outil important pour rétablir la confiance de l'opinion publique dans le nucléaire. Alors si on commence ensemble un petit tour du monde, parlons d'abord de la Chine. Fukushima n'a pas remis en cause la nécessité du nucléaire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui la Chine, c'est 15 réacteurs qui sont en construction, c'est 30 réacteurs dont la construction a été autorisée et une programmation de quelques dizaines supplémentaires. Ce qui est important en Chine, c'est que la crise japonaise a fait évoluer dans le pays le débat autour du choix de la technologie pour les futurs réacteurs. Et on peut observer d'ores et déjà que l'accident de Fukushima a accéléré le mouvement vers plus de sûreté et en particulier plus de réacteurs de technologie de 3e génération comme l'EPR, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. En Inde, la situation est identique et après une décision importante prise par le gouvernement indien de séparer l'autorité de sûreté de sa structure antérieure, de la rendre autonome, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, le programme nucléaire continue et nous poursuivons les négociations pour la fourniture de 2 EPR. Aux États-Unis, il y a eu une réaction très rationnelle, d'ailleurs illustrée par un récent sondage qui montre que les Américains veulent continuer l'utilisation du nucléaire et même renforcer son développement. À titre d'exemple, je me suis rendu aux États-Unis le 15 septembre pour signer un nouveau contrat avec les Tennessee Valley Authority qui va achever la construction de la centrale de Bellefonte dans le nord de l'Alabama. Ça fera donc une centrale nucléaire de plus dans le parc américain et pour nous c'est un contrat important puisqu'il peut représenter jusqu'à $1 milliard.
Du côté des grands marchés émergents, nous observons la même tendance et nous allons finaliser la négociation pour la construction d'une centrale au Brésil. Vous avez vu aussi que l'Afrique du Sud a maintenu dans son programme énergétique la construction de nouveaux réacteurs et nous nous attendons au démarrage de l'appel d'offres en 2012, appel d'offres auquel nous répondrons en étroit partenariat avec EDF. En Europe, et c'est peut-être là l'élément sur lequel il faut insister le plus, l'essentiel des pays a choisi de poursuivre ses programmes nucléaires. Alors c'est le cas du Royaume-Uni, mais c'est le cas de la République tchèque, qui nous est en plein appel d'offres. C'est le cas des Pays-Bas, qui veulent renouveler leurs centrales nucléaires. C'est le cas de la Finlande, qui a décidé de construire 2 nouveaux réacteurs. C'est le cas aussi de la Suède. C'est un pays qui est, si nous pouvons dire, entre guillemets, sorti de la sortie du nucléaire et qui donc travaille maintenant sur des nouveaux projets. Et vous avez vu aussi qu'en Pologne, pays traditionnellement charbonnier, le Parlement, après Fukushima, s'est prononcé à 95% en faveur de l'énergie nucléaire, choix qui est très révélateur des intérêts importants de cette énergie par rapport à un certain nombre de considérations de politique énergétique et d'indépendance. Alors bien sûr, certains États ont réagi totalement différemment. Au Japon, la priorité, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, pour le Japon, où je me suis rendu récemment sur le site de Fukushima, c'est bien entendu de terminer la mise sous contrôle du site et de commencer les travaux de démantèlement. C'est de redémarrer les différentes centrales qui ont été arrêtées. Bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le pays vit dans une économie de rationnement, faute d'électricité suffisante à la suite de la fermeture des centrales nucléaires. À titre d'exemple, la consommation d'électricité dans l'industrie pendant l'été a baissé de 20% au Japon et les entreprises étaient obligées d'adapter leurs activités à la disponibilité d'électricité. Au Japon, là aussi, il a été décidé de rendre autonome l'autorité de sûreté. Et en 2012, va avoir lieu un grand débat énergétique sur les choix du Japon, où nous pouvons nous attendre à ce que le nucléaire soit confirmé comme un élément important, avec peut-être un pourcentage légèrement revu à la baisse. En Italie, vous savez qu'il avait décidé de revenir au nucléaire. Le référendum a été négatif. On peut penser qu'il a été en partie influencé par la situation politique d'ensemble. Et en Suisse, pays qui avait annoncé aussi sa sortie du nucléaire, il y a eu un changement de position récent, assez subtil, qui laisse la porte ouverte à la construction de réacteurs de 3e génération. C'est-à-dire que les autorités suisses ont dit pour l'instant, les 2e générations, nous ne voulons pas en construire d'autres, mais le nucléaire pourra continuer à condition de passer à la génération suivante. Alors comme vous me l'avez demandé, je viens aussi à la décision unilatérale allemande de sortir du nucléaire. Bon, la première conséquence que l'on observe en Allemagne, c'est une très forte reprise des importations d'énergie. Il faut savoir que depuis le mois d'avril, l'Allemagne a déjà acheté 40% d'électricité en plus que l'an dernier. 40%. Les prix ont monté de 20%. En deuxième lieu, il faut voir qu'évidemment, l'Allemagne prévoit la construction de nouvelles centrales au gaz et au charbon, alors que ce pays produit déjà 50% de son électricité avec ce charbon. Et je dois dire que nous voyons ça avec une certaine surprise, alors que nous constatons que ces constructions vont être pour partie financées par le Fonds climat, mis en place pour lutter le changement climatique. Donc on est assez loin du discours officiel sur la promotion des énergies renouvelables. Et à l'opposé de la décision allemande, je voudrais finir ce rapide tour d'horizon par le Royaume-Uni. Alors pour la petite histoire, jeune haut fonctionnaire dans le domaine de l'énergie à la fin des années 80, je refais la visite d'un consultant venant m'expliquer les mérites de la dérégulation du secteur de l'électricité. Un peu plus âgé, donc j'ai vu le gouvernement britannique remettre en place un système de prix régulier, si vous voulez, comme c'est le cas du nouveau système, qui permet en fait de développer des centrales qui produiront de l'électricité sans produire de CO2, donc avec un fort impact sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. On peut penser que le nouveau cadre réglementaire qui est en place en Grande-Bretagne est vraiment un modèle qui permettra d'ôter toute entrave au développement du nucléaire. Donc vous l'aurez compris au travers de ce rapide tour d'horizon, quand on prend du recul, on se rend compte que les réactions ont été dans la plupart des pays rationnelles et que le nucléaire est toujours considéré comme une option. Je ne dis pas l'option, là je reprendrai les termes d'Anne Lauvergeon dont je partage beaucoup de conclusions, ce n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution indispensable dans la couverture de nos besoins en électricité dans les années qui viennent. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, les fondamentaux qui ont justifié cette renaissance du nucléaire sont là, la croissance démographique, le besoin en électricité, la nécessité d'une indépendance énergétique dans un contexte géopolitique plus incertain,
et puis la volonté de nos sociétés d'avoir une électricité compétitive et à un coût prédictible. Je pense que ni les consommateurs domestiques ni les consommateurs industriels ne peuvent travailler, ne peuvent vivre avec une électricité chère et avec une électricité dont le prix fluctue au gré des énergies fossiles. Donc vous voyez, nous considérons qu'il y a toute une série de bonnes raisons de continuer notre engagement dans la filière nucléaire, où je vous rappelle que la France, les acteurs français occupent dans son ensemble le premier rang au niveau mondial. Alors dans ce contexte, quelle est la priorité? Qu'en est-il de mes priorités à la tête d'Areva? Bien d'abord, consolider la stratégie qui avait été définie par Anne Lauvergeon, qui a fait le succès d'Areva, et ça veut dire en particulier maintenir le business model intégré, le fait que nous travaillons des mines jusqu'au recyclage. Ça veut dire aussi maintenir un développement équilibré entre le nucléaire et le renouvelable. Mais mes priorités à l'intérieur de cette stratégie, c'est d'abord m'assurer du bon déroulement des projets. Vous savez que nous avons 4 EPR en construction dans le monde. Il faut que les clients reviennent au centre des préoccupations d'Areva. Et en particulier, il faut que nous resserrions, ce qui a commencé, nos liens avec EDF. Le premier d'entre eux, il représente 25% du chiffre d'affaires d'Areva. Et ça a été le partenaire avec lequel tous les plus beaux succès de la filière nucléaire française ont été construits dans les années précédentes. Donc ce partenariat, concrètement, il s'est traduit par la signature d'un accord au mois de juillet, lors d'un déplacement sur notre usine de Chalon-sur-Saône, pour en particulier travailler en commun sur l'optimisation de l'EPR et le retour d'expérience à tirer des différents chantiers. Alors bien sûr, il y a EDF, il y a aussi tous nos clients, puisque vous savez que nous travaillons avec 95% des entreprises électriques qui exploitent des réacteurs nucléaires dans le monde. Nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de TEPCO au Japon. Nous sommes très présents auprès d'eux pour les aider à résoudre leurs problèmes sur le site de Fukushima. Et de façon plus générale, nous sommes extrêmement présents auprès de toutes les compagnies électriques nucléaires qui, en ce moment, font passer à leurs réacteurs la fameuse épreuve des stress tests. C'est l'occasion pour nous de valoriser notre expertise, notre compétence. L'activité commerciale est aussi intense. Il y a beaucoup de négociations commerciales en cours. Je vous ai parlé de ce qui se passait aux États-Unis. Vous avez vu aussi que nous avons avec EDF signé un contrat très important pour 1 milliard d'euros pour la fourniture de 32 générateurs de vapeur, qui est un contrat qui va garantir une activité industrielle soutenue pour toute une série d'entreprises du pôle nucléaire de Bourgogne. Et nous poursuivons des négociations très actives en Inde pour les EPR, je l'ai dit, en Chine pour 2 EPR supplémentaires et une usine de recyclage, au Royaume-Uni, avec EDF, avec d'autres entreprises électriques européennes, en République tchèque. Donc une très intense activité commerciale, j'y reviendrai. Il est important dans ces périodes d'envoyer un signal clair sur nos intentions en matière nucléaire. Ma troisième priorité, c'est évidemment d'adapter le groupe à un nouveau contexte post-Fukushima. Et juste après mon arrivée, j'ai donc demandé que nous élaborions un plan stratégique pour couvrir les 5 prochaines années. À quoi doit servir ce plan stratégique? D'abord à réévaluer le contexte stratégique de l'entreprise, notre position concurrentielle sur l'ensemble des marchés, l'évolution de ces marchés. Il doit aussi nous permettre de déterminer le bon niveau d'ambition de l'entreprise. Quelle part de marché voulons-nous? Quelle rentabilité? Et puis enfin, il doit nous permettre de déterminer les investissements qui sont nécessaires à l'atteinte de nos objectifs et voir la façon de les financer. J'y reviendrai. Alors bien évidemment, dans ce contexte, l'entreprise n'arrêtera pas d'investir, qu'elle doit préparer son avenir et assurer son développement dans les renouvelables. Vous savez, à titre d'exemple, que nous investissons plusieurs milliards en France dans l'usine d'enrichissement Georges Besse II, sur le site du Tricastin, et que nous avons annoncé, si nous sommes sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offres en cours en France, la construction d'une usine pour les éoliennes offshore. Mais dans un contexte d'incertitude, avec un marché qui quand même évoluera moins vite que ce que nous imaginions, nous sommes amenés à revoir un certain nombre de nos programmes d'investissement. Nous les étudions un par un et il est possible que nous prenions la décision de lisser certains investissements, de décaler certains investissements pour limiter les risques et améliorer notre situation financière. Ce plan d'action stratégique, il sera présenté au Conseil de surveillance au mois de décembre. Donc je suis convaincu qu'un certain nombre de questions aujourd'hui que vous allez me poser n'auront pas la réponse aujourd'hui. Elles trouveront la réponse dans ce plan stratégique. Je m'excuse d'avance pour la potentielle frustration que ça va générer. Mais c'est la réalité. Quand vous êtes dans une entreprise avec une situation comme celle que nous avons, il faut vraiment rentrer dans le détail de l'analyse des marchés, de l'analyse des différents projets, de l'analyse des plans de recrutement et à partir de là, déterminer le meilleur équilibre pour les années qui viennent. Et il est absolument indispensable, et c'est la 4e priorité pour nous, d'améliorer significativement la performance opérationnelle et financière d'EDF.
Nous avons souffert des conséquences de Fukushima. Immédiatement, nous avons eu près de 200 millions d'euros de commandes qui ont été annulées, tout simplement de la part ou des électriciens japonais qui avaient leurs centrales arrêtées, ou de la part des électriciens allemands. Et évidemment, il faut nous adapter à ce type d'aléa qui intervient. À titre d'exemple, sur les usines de conversion, les usines Comurex de Pierrelatte et de Malvézy, l'arrêt des réacteurs allemands et japonais a entraîné un manque à produire de 2500 tonnes de combustible, c'est-à-dire près de 2 mois de production. Et nous n'avons pas eu d'autre solution que de demander au personnel de prendre des congés. Nous avons mis en place des programmes de formation, l'activité du site étant arrêtée en novembre et décembre. Je dois dire que nous avons réussi, grâce au dialogue social, à éviter la mise en place de mesures de chômage partiel, et c'était un objectif important. Mais donc j'y reviens, il est absolument impératif que nous améliorions notre situation financière. Sur les 10 milliards d'euros qui ont été investis ces dernières années par l'entreprise, les capacités de financement propres de l'entreprise n'ont apporté que 4 milliards d'euros. Le reste s'est fait par l'endettement, l'augmentation de capital, les cessions d'activité. Il nous faut trouver un équilibre plus raisonnable entre le développement des investissements et nos propres capacités de financement. Voilà, ce sont des nouvelles priorités de ce point de vue-là. Ça marque un petit tournant, mais pas une remise en cause radicale. Bien entendu, il y a un certain nombre de points qui restent absolument intangibles. Le premier, c'est évidemment la sûreté de nos installations. Nous devons être exemplaires dans la démonstration de la sûreté de ces opérations. Nous avons évidemment participé à la revue de sûreté qui a été demandée à la SN. Nous avons remis notre rapport le 15 septembre. Je crois que EDF m'a parlé d'un rapport de 7000 pages. Nous en sommes restés à 1000 pages. Mais ceci doit montrer l'importance de l'activité des ingénieurs. Moi, je dois dire que nous accueillons de façon très positive tous ces stress tests qui sont menés dans les pays d'Europe. C'est un élément essentiel pour restaurer la confiance du nucléaire, je l'ai dit. La transparence autour de ces stress tests nous paraît absolument essentielle de la même façon. Et je dois dire qu'il n'a pas été assez souligné que pour des exploitants comme nous, pour la première fois, rapidement, les autorités de sûreté de différents pays se sont mis d'accord sur un programme de travail commun, sur des méthodologies communes, et je pense que l'opinion publique ne comprenait pas que dans un domaine aussi important que le nucléaire, il puisse y avoir des différences d'attitude en matière de sûreté. Donc moi je crois que là il faut saluer ce qui est à mon avis un progrès dans la façon dont nous abordons ces sujets en Europe. Évidemment maintenant nous arrivons à la deuxième phase de ces stress tests, c'est leur analyse critique par les autorités de sûreté et la présentation au niveau européen de leurs résultats. La deuxième priorité, le deuxième intangible évidemment, c'est la sûreté des produits que nous vendons. Et vous savez que de ce point de vue-là, il faut rappeler que l'EPR est le réacteur le plus sûr du marché. Rappelons qu'il a été construit, dessiné, et c'est unique, avec, dès le démarrage, la contribution des autorités de sûreté françaises et allemandes. Il n'y a pas d'autre réacteur qui, dès sa naissance, ait bénéficié de la contribution des autorités de sûreté qui se traduit par un certain nombre d'exigences. Nous avons aussi le privilège d'avoir un EPR en construction dans 3 pays du monde. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir M. Besson lundi dernier sur le chantier de finlandais qui est achevé à près de 80%. À Flamanville, 85% des études d'ingénierie que nous réalisons, qui nous ont été confiées, sont faites et 65% des équipements que nous devions livrer l'ont été. Et en Chine, à Taishan, nous construisons 2 EPR et le chantier se déroule conformément au calendrier et conformément au budget, ce qui montre que, tout en reconnaissant les difficultés des constructions des 2 premiers réacteurs, nous sommes capables d'intégrer le retour d'expérience, d'intégrer les leçons et de maîtriser de plus en plus la réalisation de projets complexes comme l'EPR. Alors l'EPR, c'est un réacteur très sûr. Je prendrai un exemple. Vous savez qu'une des causes de l'accident de Fukushima, c'est la perte de l'alimentation électrique. Dans le cas de l'EPR, vous avez 6 générateurs diesel qui sont répartis dans 2 bâtiments indépendants, antisismiques, bâtiments étanches, chaque générateur suffisant à lui-même pour couvrir les besoins de l'installation en cas d'accident. Donc en cas, si nous avions connu une situation comme Fukushima, la présence de ces diesels de secours aurait été évidemment déterminante. Et il est très intéressant pour nous de constater que l'EPR a été lui aussi soumis au stress test dans les différents pays. Nous n'avons pas pour l'instant de remarques majeures provenant des autorités de sûreté françaises, finlandaises, britanniques ou chinoises qui examinent ce réacteur. Aujourd'hui, et comme par le passé, nous pensons que cette exigence de sûreté, c'est la condition essentielle de l'acceptation du nucléaire et c'est aussi un atout commercial majeur pour Areva, de par les choix technologiques que nous avons faits, de nous positionner toujours sur les plus hauts standards de sûreté, au risque d'avoir des équipements plus chers qu'un certain nombre de nos concurrents. Alors je voudrais terminer mon intervention en disant un mot aujourd'hui sur ce que nous voyons, notre rôle en France dans l'industrie.
et les responsabilités particulières qui nous incombent de ce point de vue-là. Je ne vais pas vous apprendre le fait que le nucléaire est incontestablement une richesse industrielle pour nos territoires. Je crois qu'Anne Lauvergeon avait eu l'occasion de vous présenter les conclusions de l'étude indépendante que nous avions confiée au cabinet Pricewaterhouse sur le rôle du nucléaire. Bon, que disait cette étude en quelques mots, hein, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais la filière nucléaire en France, c'est 125 000 emplois directs, c'est autant que l'aéronautique, c'est 400 000 emplois induits. L'industrie nucléaire, c'est une capacité de création d'emplois dans les prochaines années de plus de 30 000 emplois. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'un EPR est construit en France, c'est 8 000 emplois. Lorsqu'un EPR est exporté, c'est 4 000 emplois. Si on regarde le tissu des PME françaises qui travaillent dans le domaine du nucléaire, vous constateriez que 60% de leur chiffre d'affaires est fait à l'export. Comme d'ailleurs Areva, 60% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Donc la contribution à la balance commerciale est tout à fait significative. Je voudrais aussi insister sur les évolutions des effectifs de ces mêmes PME que nous suivons de très près. Les effectifs des PME de l'industrie nucléaire croissent de 4% par an, alors que les effectifs de l'industrie décroissent de 3% par an. Donc tout ceci pour montrer la chance que nous avons, grâce à une politique constante depuis des générations, d'avoir construit un secteur industriel leader basé sur les plus hauts standards de sûreté et une capacité à tirer parti de la situation qui se présente à nous. Alors, bien entendu, il faut être conscient que pour pouvoir bénéficier de cette solution, il faut que nous montrions à nos clients une permanence de nos engagements, une permanence dans nos choix, une constance dans nos décisions. Vous imaginez bien que lorsqu'un électricien va acheter à Areva, avec EDF ou sans EDF, un réacteur, va nous acheter des services dans le domaine du cycle nucléaire, il le fait parce qu'il sait que nous nous engagerons avec lui sur plusieurs décennies. Et cet engagement, il faut en être conscient. Si le client perçoit des doutes dans notre volonté de soutenir cette activité sur le long terme, nous risquons fort d'être très directement affectés dans un certain nombre d'appels d'offres qui se présentent, et ils sont nombreux, compte tenu des perspectives toujours soutenues pour l'industrie nucléaire. Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je voulais évoquer devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions, j'en suis conscient. Je pense que je reprendrai certains thèmes au fur et à mesure des questions que vous poserez. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, déjà pour cette présentation très large. Si j'en crois le nombre d'inscrits pour l'instant, il y a 25 de nos collègues. Vous mesurez l'intérêt porté à Areva et au nucléaire. Donc, mes chers collègues, je vais vraiment vous demander de tenir dans le temps de parole 5 minutes pour les groupes, 2 minutes pour chacun maximum, sinon je serai obligé voilà, de passer au suivant, de sévir. Donc, pour l'UMP, Alfred Tracy-Payog. Oui, Monsieur le Président, merci de votre propos. Quelques questions de manière la plus synthétique possible et la plus rapide. Au niveau des énergies renouvelables, par-delà votre future implantation au Havre dans le domaine de l'éolien et en allant un petit peu plus loin aussi que le photovoltaïque, deux technologies qui sont devenues maintenant classiques, où en êtes-vous en matière de recherche et développement? Allez-vous vers l'énergie hydrolienne et vers d'autres technologies, biomasse et autres? Pour ce qui est du développement de l'emploi, bon, vous avez précisé combien l'énergie nucléaire était porteuse par rapport à l'industrie classique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus dans vos relations avec les sous-traitants? Donc, y a-t-il un véritable partenariat de recherche et développement et créez-vous un petit peu une pépinière de PME dans des domaines un petit peu nouveaux? Pour ce qui est de l'activité minière, est-ce que vous estimez qu'elle doit être stabilisée ou au contraire se développer? Et quel est votre positionnement par rapport à vos concurrents classiques et traditionnels? Allez-vous aller vers d'autres matières premières que l'uranium? En matière de sûreté, vous avez évoqué les stress tests. Est-ce que vous faites suffisamment de publicité autour de vos capacités en ce domaine et
et de la sécurité que vous véhiculez dans toutes vos productions, puisqu'en fait, le problème que nous rencontrons actuellement, c'est de séduire l'opinion publique plus que les États et plus que les techniciens ou les ingénieurs. À ce propos, quel est votre sentiment depuis que le projet Panly se trouve différé pour ce qui est de l'enquête publique? Comment réagissez-vous? Et même chose, quel est votre sentiment sur les malfaçons qui ont été mises en évidence en matière de génie civil sur le site de Flamanville? Et comment comptez-vous éteindre de manière définitive la polémique à ce sujet? Voilà, Monsieur le Président, quelques questions. Merci, mon cher collègue. François Braud pour le groupe SRC. Oui, Monsieur le Président, c'est votre première audition devant cette commission. C'est un peu votre stress test. Hein, vous en conviendrez. Bon, on a bien compris à votre enthousiasme que vous étiez tout à fait en écho aux choix qui sont faits par le Président de la République et les ministres du gouvernement. Il y a quand même des mots qui trahissent parfois certaines pensées, des doutes qui trahissent eux aussi les pensées, et puis il y a des absents dans votre exposé initial, mais les questions sont là pour les éclairer. Alors, sur les mots, d'abord, je vois un glissement sémantique et chez le président de la Commission et peut-être un peu chez vous. On a parlé de l'accident nucléaire japonais. J'ai cru comprendre qu'il y avait une catastrophe naturelle qui avait engendré une défaillance dans une centrale et que cette centrale n'avait pas su réagir convenablement et ceux qui la pilotaient non plus en réaction à cette catastrophe naturelle. Je crois que l'histoire au départ, c'est pas une catastrophe nucléaire. Enfin, je le dis au passage. J'ai cru comprendre aussi qu'un EPR à cet endroit ne pourrait pas trouver à s'implanter. Bon, là-dessus, vous l'éclairez éventuellement. Je suis allé en Suède avec quelques autres et j'avais cru entendre de la part des responsables suédois, vous avez cité la Suède, que certes, ils conservaient par devers eux une part de nucléaire dans le mix énergétique, mais qu'ils avaient vocation à en sortir parce que l'énergie nucléaire n'était pas une énergie renouvelable. Je crois avoir entendu ça, donc peut-être ont-ils changé d'avis depuis, mais c'était simplement pour, cas échéant, amender un peu vos propos. Sur les doutes, j'ai peut-être mal compris, mais sur l'engagement dans l'offshore, est-ce que c'est à ce propos-là que vous envisagez d'étaler un peu vos investissements? Nous attendons beaucoup de l'offshore, l'éolien offshore en matière de renouvelables. C'est un des puits les plus importants et nous pensons que Areva, son expertise, ses moyens, sa capacité à innover doit être un des moteurs de l'offshore. Si vous êtes un peu en deçà de la main, c'est très inquiétant. Ou peut-être est-ce que j'ai mal compris, donc c'est pour ça que je me permets de vous reformuler la question. Sur les doutes encore, le nouvel amour avec EDF qui était souhaité, attendu, qui a fait dire d'ailleurs aux mauvaises langues que vous étiez sous la tutelle de M. Proglio, donc j'imagine que vous savez exercer votre présidence par vous-même, vous a même amené de conserve des actions commerciales, plus qu'il n'en était le cas avant, semble-t-il, c'est à préciser. Et quid des endroits où vous allez faire du commerce sans EDF? Est-ce qu'on vous en fait reproche? Est-ce que effectivement vous êtes à ce moment-là dans une infidélité qui ne serait pas supportée par votre allié plus solide peut-être que par le passé? Donc voilà pour les doutes. Sur les absences dans votre propos, moi je voudrais vous interroger au nom de mon groupe sur quelle analyse vous faites aujourd'hui de la capacité qu'on a ou pas à traiter les déchets. C'est une filière, puisque c'est un des sujets principaux de la préoccupation de nos concitoyens. Deuxième question, est-ce qu'on avance ou pas sur la question du démantèlement? Qu'on veuille sortir ou pas du nucléaire, il faudra démanteler. D'ailleurs, on a une centrale qui, en Bretagne, est en désespérance concernant le démantèlement. Et donc, sur cette question-là, où en êtes-vous des savoir-faire, des investissements, des perspectives? Je crois que c'est très important. Je prendrai la question de notre collègue Tracy Payok sur le minerai. On vous prête beaucoup d'attention quant au fait d'abandonner l'amont de la filière, et notamment la question du minerai. Donc, quelles sont les nouvelles stratégies sur cette question-là, qui n'est pas complètement neutre, puisque le nucléaire n'est pas renouvelable, il y a besoin de matières premières. Quelle est la manière dont Areva s'implique par rapport au minerai? Quelles sont vos perspectives pour le maintien ou pas du périmètre actuel de votre société? Votre prédécesseur avait été opposé,
et ça lui a coûté d'ailleurs son poste, je pense, à l'externalisation, si je puis m'exprimer ainsi, de TND. Vous évoquez des besoins de refinancement. Est-ce que ça passe par la vente par appartement de certaines activités d'Areva? Autre absent dans le propos, mais vous ne pouvez pas tout dire, avec le recul et sans que vous soyez directement concerné à l'origine, comment regardez-vous l'évolution de Siemens, qui fut un partenaire d'Areva? Et bon, vous avez évoqué beaucoup de pays qui sont enclins à être en adhésion avec le nucléaire. L'Allemagne, vous avez évoqué l'Allemagne un peu discrètement dans votre propos liminaire, en disant qu'il y avait plus d'importations, mais en termes industriels, il va sans dire que les conséquences ne sont pas neutres. Et puis une dernière question qui est celle du stress test. Si notre pays décidait de réduire ou de sortir du nucléaire, est-ce que vous démissionnerez de votre poste? Jean-Dionis Séjour pour le groupe Nouveau Centre. Oui, merci Monsieur le Président. 3 questions qui ont d'ailleurs déjà été abordées à la fois par nos collègues Tracy Payog et Brot. La première question, sur laquelle on a beaucoup travaillé dans cette commission, à partir notamment des échecs commerciaux dans les Émirats, où en est-on dans cette fameuse équipe de France sur l'exportation de la filière nucléaire? Est-ce que c'est calé? Est-ce que c'est pas calé? Monsieur Proglio, en venant ici, avait eu des images fortes en disant quand on vend des avions, c'est pas le motoriste qui vend les avions, c'est celui qui fabrique l'avion. Est-ce que cette image vous va? Est-ce que vous vous considérez comme le motoriste des centrales nucléaires? Et quelle articulation? Donc, vous avez eu des mots qui tentent à montrer qu'il y a maintenant un peu plus de synergie, d'harmonie, mais au-delà de ces bonnes paroles, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'articule? Est-ce qu'on est sur une doctrine qui avait été posée par Anne Lauvergeon en disant de temps en temps, quand il faut vendre des réacteurs et des chaudières, on les vend tout seul. De temps en temps, quand il y a des appels d'offres où en face de nous, on a une demande d'ensemblier, on va avec EDF. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette doctrine export et de cette équipe de France exportation de la filière nucléaire? Deuxièmement, je reprendrai les interrogations d'Alfred Tracy-Payog quand même sur les dérives budgétaires et calendaires de l'EPR. Donc il y a là, je crois qu'il faut que vous communiquiez très fort parce qu'il y a des inquiétudes où est-ce qu'on en est? Quelque chose qui devait coûter 1,6 milliard, donc maintenant on l'annonce à 3 milliards, 3 je ne sais plus combien. Où est-ce qu'on en est sur le dérapage budgétaire? Est-ce qu'il est contrôlé, ce dérapage budgétaire, Monsieur le Président? Et idem sur le dérapage calendaire. Et qu'est-ce que vous pouvez... et en quoi Areva... Et est-ce que c'est sur Areva que sont les problèmes? Est-ce que c'est sur la partie réacteurs, chaudières, etc. Est-ce que c'est ailleurs? En tout cas, je crois que c'est un sujet majeur, puisque dans votre discours, vous dites c'est un discours commercialement qui est très EPR, et c'est cohérent, en disant c'est le réacteur le plus sûr du monde, on l'a construit avec les autorités de surveillance. En même temps, quand il faut le faire en France, on voit que ce n'est pas forcément facile. Et la dernière question, c'est la stratégie minière, effectivement, d'Areva. On a été avec un certain nombre de la commission dans le désert de Gobi. C'était d'ailleurs assez impressionnant d'aller voir les agents d'Areva là-bas. Est-ce que, oui ou non, vous voulez rester acteur minier dans l'uranium? Et si la réponse est non, de fait, ou si elle est, en fait, on se replie, où est-ce qu'on en est sur l'approvisionnement en uranium français et quelle est la stratégie d'indépendance nationale de la France en matière d'uranium? Puisque quand on a une électricité qui est faite à 78% par le nucléaire, et donc avec un approvisionnement en uranium, cette question est vitale en matière d'indépendance nationale. Merci, mon cher collègue. Daniel Paul, pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter pour l'annonce qui a été faite il y a quelques jours. Alfred Tracy-Payog en a parlé. L'annonce très positive, pour ce qui me concerne en tout cas, c'est ma réflexion, du choix du Havre pour implanter 16 usines
que vous projetez dans la prochaine période. Mais à ces félicitations, à ces remerciements, que sais-je, je voudrais quand même que vous apportiez une précision, parce que dans le propos que vous avez eu tout à l'heure, il m'a semblé qu'il y avait une ambiguïté. Est-ce que cette implantation industrielle est liée au succès que vous escomptez de l'appel d'offres qui va venir, ou bien est-ce que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'êtes pas élu dans cet appel d'offres, est-ce que vous reconsidéreriez votre implantation de façon à ce que les choses soient claires? Parce que j'ai cru, bon, peut-être me suis-je trompé dans cette appréciation, mais vous aurez probablement la possibilité de rectifier. Rapidement, un certain nombre de questions. Fukushima. Je ne reviens pas sur les questions qui ont été évoquées tout à l'heure, mais vous avez obtenu un marché important dans le traitement des eaux qui pourrait vous conférer une expertise dans ce domaine. Quelle est votre appréciation à ce sujet? Est-ce que vous avez l'intention de développer cette expertise et d'en être finalement porteur au niveau international, non pas pour espérer que vous ayez à l'utiliser, bien évidemment, mais pour être capable, dans le cadre d'une sorte de task force qui pourrait être mise en place au niveau international, d'être capable d'intervenir rapidement afin d'éviter l'extension des difficultés. Ensuite, il y a en France un débat sur le nucléaire. Je ne reviens pas là-dessus non plus. Je pense personnellement que depuis des années, EDF d'une part, mais aussi vous êtes coupable, alors pas vous personnellement, mais les entités que vous représentez ici sont coupables d'avoir estimé, d'avoir pensé que le nucléaire, c'était acquis, ça pouvait durer, alors que, ben non, les opinions publiques, ça évolue. Et de temps en temps, il y a des os, comme on dit, des problèmes qui font que ce qu'on avait cru acquis définitivement ne l'est plus. Et donc, moi, je suis de ceux qui souhaitent que les grands acteurs du nucléaire, et vous en êtes, mènent une action, je dirais, citoyenne, pédagogique, scientifique, de façon à montrer les atouts de l'industrie dans laquelle vous vous situez. Ce débat, il va porter de façon il va être présent de façon très forte dans les présidentielles. Et on n'est pas sûr, finalement, de ce qui sortira de ce débat. Deux questions en particulier viennent régulièrement. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, mais deux questions en particulier. François Brottes en a parlé tout à l'heure, les déchets. C'est un problème majeur. Un problème majeur. La deuxième question, je fais partie de la mission de l'OPEXT, qui visite un certain nombre de sites nucléaires, pas uniquement des centrales, mais un certain nombre de sites. Nous nous sommes rendus à La Hague. Et l'intersyndicale que nous avons rencontré, qui sont des gens très sérieux, nous a mis en évidence le développement de la sous-traitance à La Hague. Ça fait partie ça nourrit les doutes qui s'inscrivent à l'égard du nucléaire et qui se développent à l'égard du nucléaire. Avez-vous l'intention, c'est plus qu'une question d'ailleurs, c'est un souhait, de réduire au maximum le recours à la sous-traitance de façon à lever là aussi les ambiguïtés et les difficultés et les risques, bien évidemment, que nous connaissons. Ensuite, il y a, je ne reviens pas sur l'Allemagne, il y a le problème du coût. À l'évidence, l'électricité va augmenter. Pour des raisons liées à Fukushima, à tout ce qui va être mis en place. Le prix de l'EPR va entraîner lui-même une augmentation du coût. La sécurité, la sûreté ont des coûts. De quelle manière donc envisagez-vous la limitation de ce point de vue-là des coûts? Ça m'amène également à parler du dossier des mines,
Je crois savoir que depuis quelques mois, il y a un double phénomène. D'une part, moins de besoins en uranium. Confirmez-vous que votre approvisionnement en uranium, vos besoins ont baissé. Et en même temps, il y a une augmentation du prix de l'uranium. Une augmentation du prix de l'uranium. Cela aussi va concourir, bien évidemment, à l'augmentation des coûts. Dernière question. Il y a une double stratégie à Areva. Allez-vous la maintenir? Allez-vous continuer d'être, d'une part, un fournisseur de réacteurs, en vendant les réacteurs à EDF et à un certain nombre d'autres, et en même temps à être, comme en Finlande, des gens qui mettent en place, des entreprises qui mettent en place l'intégralité du dispositif. Est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté? Votre prédécesseur, Madame Lauvergeon, défendait cette situation-là. Est-ce que vous êtes, de ce point de vue-là, sur la même longueur d'onde? Merci, mon cher collègue. Voilà, Monsieur le Président. Frédéric Massa. Merci, Monsieur le Président. Donc, beaucoup de questions. Je sais que le temps qui nous est donné est très court. Première question concernant le rapport de notre collègue Marc Roy, qui a été présenté, du moins son pré-rapport dernièrement, sur la situation d'Areva et d'EDF. Donc, le rapporteur spécial pointe deux sujets d'inquiétude concernant le futur proche d'Areva, les mines d'uranium, cela a été évoqué, l'acquisition de 3 mines de la société Uramine en Afrique pour 2,5 milliards de dollars. En 2007, c'est révélé cher, surtout pour des gisements qui, 4 ans après, ne produisent rien ou presque. Je cite le rapporteur. Et également le chantier finlandais de l'EPR. Le député s'interroge ainsi sur la nature et les conséquences des garanties offertes par Areva à son client finlandais sur le futur fonctionnement de l'EPR. Le groupe nucléaire a provisionné 2,6 milliards d'euros pour faire face aux pertes liées à ce réacteur, facturé 3 milliards d'euros. Quelles sont vos réactions à ce pré-rapport? Le rapport final ne sera rendu que fin octobre. Deuxième interrogation par rapport à la condamnation de la société Areva Socatri pour pollution des eaux qui a eu lieu, donc la condamnation le 30 septembre 2011 suite à l'accident qui avait eu lieu au mois de juillet 2008 et on se souvient des images du mois de juillet 2008 où la société Areva avait dit qu'il n'y avait pratiquement rien, que ce n'était pas très grave et que donc à partir de là il n'y avait pas de quoi en faire une histoire. Quoi qu'il en soit, il y a eu une condamnation où aujourd'hui, la première du genre en la matière, donc suite à cette condamnation, quelles vont être les mesures qui vont être mises en œuvre par rapport à la sécurité. Une autre question également, si vous le permettez, c'est par rapport au piratage informatique. Le président vous a posé la question tout à l'heure, vous n'y avez pas vraiment répondu, ou du moins je n'ai pas su entendre, mais vous pensez qu'il y aurait des questions, et notamment par rapport à la position de l'ANSSI et de son directeur, qui a annoncé qu'effectivement, il fallait qu'il y ait un peu plus de surveillance à ce niveau-là, que ce n'était pas difficile et que les règles élémentaires de sécurité aujourd'hui n'étaient pas respectées. Donc, face à ce piratage informatique, pouvez-vous nous dire effectivement quelles mesures va mettre en œuvre Areva pour éviter, parce que ça nous paraît relativement grave, ces choses-là, que ça se reproduise? Francis Saint-Léger. Oui, merci, Monsieur le Président. Une question très courte, parce que le sujet a déjà été abordé parmi les nombreuses questions des orateurs. Monsieur le Président, votre entreprise, et cela a été dit, est présente à tous les maillons de la chaîne du nucléaire, de la mine d'uranium jusqu'au recyclage. Et j'ai cru comprendre que ce modèle économique industriel a risqué d'être remis en cause. On parle en effet d'une restructuration, en particulier avec la filialisation ou voire même la privatisation des activités minières. Pourtant, votre prédécesseur défendait coûte que coûte, et malgré Fukushima, le maintien du tout intégré et dit-on, avec votre soutien. Alors, Monsieur le Président, y a-t-il un changement de position de votre part? Et s'il se réalisait, ce changement de position ne serait-il pas préjudiciable pour l'activité nucléaire française qui risquerait du coup de perdre le contrôle complet de la filière? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comment appréciez-vous la position de Monsieur El Baradei, prix Nobel 2005, qui préconise notamment des audits obligatoires des centrales, ce qui n'est pas le cas actuellement,
qui préconise des audits internationaux indépendants, ce qui signifie que la sûreté ne relèverait plus de la souveraineté nationale, et qui préconise également la mutualisation internationale des expertises. Première question. Deuxième question, toujours ce prix Nobel 2005 préconise également de régler le problème des déchets ultimes en les entreposant dans 2 ou 3 pays seulement, et il avance le nom de la Russie. Est-ce réaliste? Merci beaucoup. Merci d'être concis dans vos interventions. Jean-Marc Lefranc. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais revenir, Monsieur le Président, quelques instants sur le PR en soulignant l'action exemplaire et le soutien exemplaire des parlementaires de Basse-Normandie dans cette opportunité qui nous était offerte. Si je me souviens bien, il y avait une autre possibilité qui était Panly, et Panly n'avait pas accepté cette EPR. Bien. C'est quelque chose qui était important de souligner parce que c'est quand même... Mais, Monsieur Daniel Paul, je ne t'ai pas interrompu, s'il te plaît, laisse-moi terminer mon propos. Non pas fantaisistes, tout à fait réalistes, je pourrais donner des noms. Une inquiétude qui est partagée par certains, dont je n'ai pas la véracité, c'est la qualité du béton de la cuve. Peut-être allez-vous nous en dire quelques mots. Mon sujet n'est pas celui-là réellement. Quelques instants, Serge, concerne la diversification du bouquet énergétique français, notamment l'éolien offshore, que vous connaissez parfaitement bien, puisqu'il y a 5 sites qui ont été retenus, et dont ces 5 sites, il y en a un. Moi, je suis le député du Calvados, à la limite ouest de ce département, en bas de la presqu'île du Cotentin, et le projet éolien de Courseulles, 550 MW, 90 éoliennes, sera implanté à 10 km au large de ma circonscription. Bien. Ce projet se définit en 3 phases, en 3 étapes. Première chose, construction des pales. Je ne parle pas des mâts. Deuxième chose, construction des fondations. Troisième chose, maintenance et exploitation. Alors, M. Daniel Paul s'est réjoui de l'annonce d'Areva de choisir Le Havre comme point de départ de la construction des pales. Je peux vous assurer que les parlementaires bas-normands ne sont pas tout à fait aussi satisfaits que le sont nos collègues. Alors, bien évidemment, il y a d'autres... C'est 700 emplois directs, hein, je voudrais vous le rappeler quand même, et vous le savez mieux que moi. Comment? S'il vous plaît, mon cher collègue, nous sommes aux 10 minutes. Oui, 700 emplois directs. Alors, il reste en fait donc les fondations, il reste également la maintenance. J'aimerais savoir ce que le consortium Areva Vinci GDF va proposer comme solution alternative, parce que nous, les Bas-Normands, nous avons les bouts du dragage du port du Havre. S'il vous plaît, vous Nous terminez. avons les PCB d'Abelsen. J'ai fini, Serge, j'ai fini vraiment. Les PCB d'Abelsen, c'est important. Nous avons la THT, la ligne à très haute tension qu'il faut aussi faire accepter à nos concitoyens. Et nous avons une réduction de 77 km² des zones de pêche qui se trouvent exclusivement en baie de Seine, entre les Havres et Antifère. Alors, je dirais, Monsieur le Président, c'est trop. Je pense qu'il faut répartir la valeur ajoutée, qu'on n'ait pas simplement, nous, les pollutions et les retombées négatives, qu'il y ait aussi pour la Basse-Normandie, le Calvados, et pour le port de Caen et le port de Cherbourg, des retombées positives. Voilà ce que je voulais dire pour faire plaisir à mon ami Daniel Paul. Kléber Mesquida. Oui, merci, Président. Je voudrais interroger le patron d'Areva, qui a promis un plan stratégique pour début décembre, et lui demander, il est question, dans les intentions qu'on vous prête, d'ajuster les investissements du groupe pour s'adapter au nouvel environnement, de cessions limitées d'actifs qui seraient possibles, donc quelles cessions vous envisageriez, et côté emploi, vous envisageriez également des réductions d'effectifs. Vous dites, ce n'est pas tabou, ça fait partie des sujets à regarder, rien n'est arrêté, on aimerait bien savoir si c'était le cas, dans quel secteur. Et un autre sujet qui concerne l'intention du commissaire européen Michel Barnier, qui est bien décidé à officialiser sa proposition relative à la transparence financière. Il s'agirait de contraindre les entreprises de l'industrie extractive et minière à publier l'ensemble des taxes et impôts payés dans les pays d'exploitation, l'objectif étant la chasse à la corruption. Or, il apparaîtrait que des entreprises concernées s'opposeraient fermement à cette mesure, et concernant les groupes français, les groupes Total et Areva s'y opposeraient.
Aujourd'hui, tout le monde réclame la transparence financière. On s'interroge sur ce refus que vous auriez opposé à la Commission européenne ou que vous opposeriez ultérieurement. Merci. François Loos. Monsieur le Président, j'ai quelques questions. Certaines ont déjà été posées sur est-ce que Areva doit être monoproduit et pourquoi ne faites-vous pas des centrales de taille plus petite que les EPR? Est-ce que les réserves d'uranium, vous avez vraiment besoin de les avoir? Est-ce que du renouvelable, vous avez vraiment besoin d'en faire? Voilà des questions simples. Est-ce que vous allez être à l'œuvre pour préparer la 4e génération de centrales nucléaires? Est-ce que vous avez besoin de fonds propres et comment allez-vous faire? Quelles sont aujourd'hui vos ambitions aux États-Unis? Pourquoi voulez-vous réduire votre participation au démantèlement en Allemagne? Article de la Tribune ce matin. Et parlez-nous donc de vos concurrents. Quelle est la stratégie de vos concurrents? Sont-ils aussi sûrs d'eux que vous? Mon cher collègue, intervention concise, mais beaucoup de questions. William Desmas. Merci, Monsieur le Président. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, le nucléaire nous intéresse beaucoup. Et beaucoup de questions qui nous ont été posées, personnellement, je les partage. Mais en tant que député du Gard, je souhaiterais revenir sur le récent accident au site nucléaire de Marcoule dans le Gard qui a coûté la vie à un homme. Le directeur d'Areva Tricastin a déclaré le 18 septembre qu'un accident de ce type, ça peut arriver dans une usine métallurgique, une verrerie ou un four à chaud. Certes, mais il semble que les conséquences peuvent être différentes selon l'activité de l'entreprise. Les incidents sur le site de Marcoule se sont multipliés ces dernières années. Considérez-vous, puisque vous avez parlé beaucoup de sécurité, que la sécurité est optimum sur ce site ou elle doit être renforcée? Merci. Merci beaucoup. Franck Régnier. Oui, Monsieur le Président, trois points. Le premier concerne la transparence. Après la catastrophe de Fukushima, vous l'avez rappelé, il faut mettre en avant l'indispensable exigence de sûreté et également l'impératif de transparence. Sur ce volet de transparence, pensez-vous qu'il y a encore des points à faire progresser dans vos dispositifs et si oui, lesquels? Deuxième question, elle concerne, et François Loos l'a évoqué, les gammes. Et au niveau des réacteurs, où en sont vos discussions avec EDF ou avec d'autres sur d'éventuels projets de réacteurs de moyenne puissance et particulièrement en France? Et enfin, sur le volet des énergies renouvelables, j'ai été rapporteur d'une mission d'information sur l'éolien qui, dans ses conclusions et ses préconisations, mettait en avant l'indispensable nécessité de mettre en œuvre une filière française de l'éolien offshore. Vous nous avez fait part de vos projets. Pouvez-vous nous dire si là, une autre équipe de France, mais cette fois sur les renouvelables et sur l'éolien, pourrait être constituée? Merci. Merci. Annick Leloc. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans votre propos liminaire, vous avez eu, je pense, un mot malheureux, sans doute non intentionnel. Je ne doute pas une seconde, mais vous avez, à l'occasion de la situation post-Fukushima, évoqué l'abandon de commande à hauteur de 200 millions d'euros, il me semble, et vous avez dit à ce propos bien, que c'était suite à un aléa du type Fukushima. Alors je pense que l'aléa, enfin le mot ne convient pas du tout. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Président, sur les leçons à tirer de Fukushima. Je sais qu'elles sont un grand nombre et elles concernent les digues, les recombineurs d'hydrogène, les sorties de contamination, la force d'action d'urgence, etc. Il y a un point pendant le dossier pendant la catastrophe de Fukushima qui a été évoqué aussi, c'est la défaillance de l'État japonais. Comment est-ce qu'on intervient pour s'assurer de la non-défaillance d'un État lorsque une catastrophe de ce type intervient? Alors ensuite, un deuxième élément important de votre intervention concerne l'acceptabilité du public. Quelles sont les actions dans votre plan stratégique que vous avez évoqué à plusieurs reprises concernent cette acceptabilité du public? Merci. Pierre Nicolas. Merci, Monsieur le Président. Bon, chacun s'accorde bien sûr à dire que le nucléaire ne souffre pas l'approximation, mais l'opinion publique maintenant est désormais consciente que la sûreté nucléaire, elle n'est pas française, européenne, elle est mondiale.
Tchernobyl, Fukushima. Quid alors d'une agence de sécurité, de sûreté nucléaire mondiale? Quelles sont les démarches qui sont faites actuellement là-dedans? Et les retards sur le père de Finlande et celui de Flamanville sont-ils imputables à cette obsession très louable de davantage de sûreté ou au contraire peut-être des plans qui n'avaient pas été tout à fait suffisamment étudiés? L'échec d'Abu Dhabi les conséquences de l'échec d'Abu Dhabi peut-il être exploité pour finalement avoir une équipe de France qui soit désormais plus performante et peut-être faire en sorte que les appels d'offres soient aussi davantage axés sur la sûreté? Vous nous avez parlé du lissage des investissements. Quelles conséquences peut-il avoir sur l'emploi, pour lequel vous nous avez démontré que la filière nucléaire était particulièrement porteur? Et une troisième question pour être dans les temps, sortir du nucléaire, à quel prix, à quel coût? Marie-Lou Marcel. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je reviendrai sur vos déclarations au quotidien allemand. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, vous aviez dit que vous alliez réfléchir donc, à la suppression de quelques activités en Allemagne, dont une question, quelles activités, quelles suppressions? Quelques précisions sur ce sujet, Monsieur le Président. Deuxième point, sur les énergies renouvelables. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez revoir les projets d'investissement, lisser, décaler certains investissements. Là aussi, vous avez parlé de décembre, mais peut-on avoir, Monsieur le Président, quelques pistes sur ces sujets? Et le troisième point, alors que Frédéric Massat a également abordé, sur notre collègue Marc Goy, donc, qui est membre de la Commission des finances et qui a présenté un pré-rapport sur de probables nouvelles provisions d'Areva. Alors il y avait deux éléments qui avaient été particulièrement mis en cause sur les nouvelles provisions, cela a été dit. Donc il y avait d'une part les dépenses liées à l'acquisition de mines en développement de la société Uramine en Afrique et les dépenses liées à l'EPR finlandais. Alors là-dessus, sur l'EPR finlandais, c'est un gouffre financier pour Areva et c'est ce qu'indiquait également l'usine nouvelle en juin 2011. Dont ces coûts de production et ces pénalités de retard ont obligé Areva à procéder à d'importantes provisions. On parle d'un montant de 2,6 millions d'euros. Donc, Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire davantage et nous donner également des informations sur le PR de Flamanville? Merci. Philippe Armand-Martin. Ah oui, merci Président. Oui, Monsieur le Président, afin de mieux cerner les enjeux énergétiques et financiers, est-ce que vous pourriez nous rappeler le nombre de réacteurs qui sont en service actuellement en France, leur puissance en mégawatts, le coût annuel de la maintenance du parc nucléaire français jusqu'en 2020, étant donné que la majorité des centrales nucléaires, plus près du micro, chacun. La majorité des centrales nucléaires atteignent plus de 30 ans. Vous êtes félicité tout à l'heure en disant que le PR était le plus sûr. Sûreté des produits, vous avez dit. Malgré tout, ça suscite quand même beaucoup d'interrogations et beaucoup de réticences. Alors, par quels moyens vous comptez apaiser justement ces craintes? Merci beaucoup. Michel Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous nous faire partager les informations dont vous disposez sur les causes précises de l'accident qui s'est produit sur le site de Marcoule dans une usine de retraitement de déchets radioactifs en septembre dernier et qui a fait un mort et 4 blessés, dont un grave? Et quelles mesures concrètes vont être prises pour éviter le retour d'un tel drame? Jean-Paul Anciot. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai écouté avec satisfaction votre propos liminaire et j'ai bien compris que vous confirmiez le choix stratégique du groupe allant de l'extraction du minerai jusqu'au retraitement. Donc j'en déduis pas de vente par appartement et pas de démantèlement. Je voudrais, Monsieur le Président, en caricaturant un peu, vous dire qu'on peut identifier 3 types de relations avec EDF. Soit vous êtes en situation de partenariat, soit vous êtes en situation de sous-traitant, et il vous arrive quelquefois d'être en situation de concurrent. Quel regard portez-vous sur ces 3 situations relationnelles?
Autre point précis, en recherche et développement sur les énergies renouvelables, quel est le pourcentage approximatif que vous consentez sur les investissements dans ce domaine? Je voudrais également vous demander, Monsieur le Président, si vous allez poursuivre la stratégie commerciale assez, j'allais dire, punchy, en utilisant une terminologie à la mode, en matière de maintenance et de conseil aux États-Unis. Et dernier point, Monsieur le Président, pouvez-vous me préciser et confirmer la charge pour la Bourgogne, notamment sur le renouvellement des GV? Est-ce que sur ce point, tout est définitivement arrêté, signé, et si les engagements seront bien tenus? Jean-Michel Villaumet. Oui, merci Président. Là, je voudrais revenir, mais brièvement, parce que c'est évoqué par de nombreux de nos collègues, là, sur le déboire de l'EPR finlandais, là, suite à l'article de hier dans la tribune, et du pré-rapport de notre collègue Goua, donc, qui fait état d'une perte potentielle de 3 milliards d'euros pour Areva. Confirmez-vous ces chiffres? D'autre part, au point de vue par rapport aux 4 EPR que vous avez en cours de construction, les leçons des difficultés, il s'agit surtout des difficultés techniques, je pense, rencontrées sur ces chantiers, donc de l'EPR finlandais et celui de Flamanville, ont-elles été tirées? Concernant aussi votre stratégie dans les énergies renouvelables, l'éolien offshore et le solaire thermique peuvent-ils être des stratégies de sortie du tout nucléaire? Je ne veux pas revenir non plus sur l'accident de Marcoule. Et puis, dernier point, mais vous l'avez évoqué en préambule, Président, comment avez-vous l'intention de réagir après l'échec commercial d'Abu Dhabi? Merci. Anne Gromersch. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'aimerais vous interroger sur 2 points. Le premier concernant la décision du Conseil de surveillance d'Areva au mois de mars qui a approuvé la privatisation du groupe et son entrée en bourse. Qu'en est-il? La deuxième sur l'emploi. Le nucléaire est un poumon d'emploi. Vous avez rappelé les différents projets industriels qui étaient les vôtres, vos activités à l'international. À cela s'ajoutent des départs à la retraite. Est-ce que vous parvenez encore à attirer des jeunes dans les métiers du nucléaire et en attirez-vous suffisamment? Merci. Jacqueline Maquet. Après les premiers contrôles et l'accident grave de Marcoule, que pensez-vous mettre en œuvre dans les mesures correctives et préventives sur la formation des personnels et notamment des employés des entreprises de sous-traitance? Merci. Merci. Claude Gatignol. Monsieur le Président, d'abord, Monsieur le Président Roussel, je voudrais vous complimenter sur votre propos et la présentation tout à fait enthousiaste et volontariste des caractéristiques de votre grande et belle entreprise. Juste 4 questions. Chaque semaine, dans les journaux spécialisés, on voit apparaître des possibilités de reconfiguration du périmètre industriel d'Areva. Est-ce que c'est lié à ces problèmes de capital de l'entreprise ou au contraire, est-ce que c'est pour tenter de recentrer l'activité d'Areva? Deuxième question, sur les contrats extérieurs. Vous avez cité la Chine. Je n'ai pas entendu parler beaucoup des USA, où vous avez une activité très particulière pour le traitement des bâtiments et des sols en termes de décontamination, voire de démantèlement, alors que vous avez déjà prouvé sur vos installations de La Hague que vous savez faire du très beau démantèlement et redonner vie à des bâtiments tout à fait spécialisés. Troisième question, dans le recyclage, où en sont vos contrats qui conduisent souvent, en ce qui nous concerne, à la fabrication ultérieure du MOX, et peut-on espérer qu'il y aurait une production de MOX directe? J'évoque en cela certaines questions des nombreuses délégations que je reçois venant des États-Unis, où le plutonium étant tellement diabolisé qu'ils souhaiteraient avoir un recyclage en direct. Et quatrième point, sur le nucléaire, ça a déjà été un peu évoqué, mais nucléaire pur, production électrique, quand aurez-vous sur vos étagères, à côté de l'EPR et de son énorme capacité de production à 1650 MW, la TMEA 2000, voire des réacteurs plus petits, puisqu'on évoque les centrales mobiles, type projet FlexBlue, autour de 200 ou 300 MW. Et dans ce cas-là, quelle coopération pouvons-nous envisager
plutôt en termes de coopération que de concurrence avec des pays comme le Japon, la Russie, voire la Corée dans ce domaine-là. Et puis, juste une toute dernière question sur les énergies renouvelables. Moi, je suis très intéressé par votre domaine de solaire de coopération, qui est vraiment quelque chose d'assez important et d'assez extraordinaire pour demain, car ça serait de la belle production électrique en utilisant quelque chose qui peut-être continue avec l'énergie solaire qui nous est dispensée sur notre planète. Merci. Jean Grelier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour éviter de se répéter, je ne vais pas développer les thèmes déjà abordés sur le démantèlement des centrales et leur échéancier et contrôle en termes de sécurité, la problématique des déchets nucléaires et leur maîtrise à très long terme, mais aussi les ressources minières, leur contrôle et leur pérennité et les conséquences sur notre indépendance énergétique. Mais plus concrètement, et compte tenu des travaux de recherche que vous conduisez sur les énergies renouvelables, l'éolien offshore, le photovoltaïque, mais aussi la méthanisation et la biomasse, avez-vous aujourd'hui des indicateurs qui permettraient à moyen et long terme d'évaluer la différence de compétitivité sur le prix à l'usager entre l'énergie nucléaire et ces différentes énergies renouvelables? Et quelles sont, selon vous, les conséquences sur la mise en place de filières industrielles, voire même sur les systèmes de distribution et de transport de l'énergie électrique? Merci beaucoup. Germinal Perrault. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai été moi aussi frappé par les termes d'aléa concernant Fukushima. Je voudrais vous poser une question très simple. Y a-t-il dans la stratégie du groupe un avant ou un après l'accident de Fukushima? Et nous terminons par Jean-Luc Perrin. Merci, Monsieur le Président. Je suis sur un arrondissement où Areva est présente. Donc mes questions sont les suivantes. L'incidence de la catastrophe naturelle de Fukushima sur le planning de charge des unités de production Areva à court et moyen terme, de JSPM à Gemont en particulier, vis-à-vis du programme imaginé de 300 réacteurs dans les 20 ans à venir. Est-il prévu, en cas de sous-charge d'activité, de rapatrier des fabrications sous-traitées à l'étranger en France? Merci. Merci, mes chers collègues. Merci pour la richesse de vos questions. Monsieur le Président, vous mesurez l'intérêt des membres de notre commission, intérêt national, intérêt aussi dans les positions locales. Et merci aussi d'avoir laissé le temps au Président Roussel pour qu'il puisse nous répondre. Donc, à votre convenance, Monsieur le Président. Effectivement, merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions. Bon, je dois dire que je n'avais pas besoin d'être convaincu, mais vous partagez le même intérêt que nous sur ces sujets énergétiques. Je crains de ne pas pouvoir répondre dans le détail à toutes les questions, mais je voudrais vous annoncer une initiative récente. Nous avons créé à l'intérieur d'Areva une direction des affaires publiques, dont Jacques Géraud est maintenant le responsable. Et il sera bien entendu à votre disposition pour reprendre un certain nombre de sujets quand vous le souhaitez, comme nous l'avons toujours fait et comme nous continuerons à le faire. Alors, vous me permettrez aussi de regrouper un certain nombre de questions qui ont été faites par thème pour essayer d'y répondre. Alors, je commencerai d'abord par le renouvelable. D'abord pour montrer que nous avons bien l'intention de continuer à développer nos activités dans le domaine du renouvelable. Et quand je parlais de lissage d'investissement, il se produisait surtout sur les activités nucléaires. Ça, c'est le premier point important. Alors, où sommes-nous dans les énergies renouvelables? Nous sommes dans l'éolien offshore, ça a été rappelé. Nous sommes dans le solaire à concentration. Nous ne sommes pas dans le solaire photovoltaïque. C'est-à-dire que nous produisons de la vapeur pour produire de l'électricité. Et nous sommes dans la biomasse. Tous ces développements ont été faits à partir d'acquisitions de sociétés. Donc pour l'instant, ma priorité, moi, n'est pas de continuer à rentrer sur d'autres secteurs, c'est de transformer ces acquisitions en réussite. Ces acquisitions ont toutes été faites dans une période récente, dans les 3 à 4 dernières années. Et il est donc très important que les premières commandes que nous avons prises soient des véritables succès commerciaux et qu'à partir de ces succès commerciaux, nous bâtissions sur le futur. Alors dans le cas de l'éolien offshore dont il a été question, alors c'est effectivement une technologie qui va, à mon avis, trouver des développements très forts en Europe. En Allemagne, c'est déjà le cas. Nous avons une installation qui fonctionne très bien en mer du Nord, qui est une des premières installations, avec une des turbines de puissance élevée. Et nous allons continuer à travailler pour augmenter la puissance de ces turbines. Il y a effectivement l'appel d'offres en France. Alors là, je dois être extrêmement clair. Aujourd'hui, nous sommes candidats à cet appel d'offres.
C'est-à-dire que nous attendons la décision du gouvernement face à ces différentes candidatures qui se sont exprimées. Et c'est quand nous aurons été sélectionnés, et si nous sommes sélectionnés, que nous pourrons traduire ça en projet industriel pour le pays. Il est clair qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de besoin de capacité supplémentaire. Nous en avons un besoin si cette commande nous est passée pour le marché français. Et c'est à partir de là qu'on pourra éventuellement avoir un tremplin sur d'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne. Alors sur la compétitivité aujourd'hui de ces technologies par rapport au nucléaire, bon, vous savez, on peut discuter très longtemps de la façon de calculer les coûts de production, mais je vais donner des ordres de grandeur. Bon, pour nous, un kilowattheure qui sort d'un EPR, c'est entre 50 et 60 euros le mégawattheure. Si vous regardez aujourd'hui l'éolien offshore tel qu'il est prévu dans l'appel d'offres français, on est sur des valeurs de 130 à 150 euros par mégawattheure. Mais nous sommes au début, évidemment, du démarrage de cette filière. Il faut espérer une baisse relative des coûts. Il en est de même pour les autres technologies où nous sommes encore plus en amont. Il va s'agir de réaliser les premières installations. Moi, je crois que la principale erreur à éviter, c'est d'opposer nucléaire et renouvelable et de penser que ces énergies renouvelables seraient une solution, par exemple, face à une sortie du nucléaire. Je pense que ces énergies ont un certain nombre de caractéristiques, leur intermittence, par exemple, qui fait qu'il est absolument indispensable d'avoir des énergies de complément. Il y a un cas qui est très intéressant à étudier, qui est le Danemark. Le Danemark utilise aujourd'hui pour produire son électricité pour 30% de l'énergie éolienne. Et pour 70%, soit il importe de ses voisins, les voisins étant la Norvège et la Suède qui ont des capacités de production nucléaire et hydroélectrique, soit il utilise des centrales à gaz. Le résultat pratique que l'on observe aujourd'hui sur le Danemark, c'est un pays qui émet par kilowattheure 70% de plus que la moyenne européenne. Et c'est un pays où le prix de l'électricité est supérieur à la moyenne européenne de plus de 70%. Donc aujourd'hui, alors que c'est un pays qui a développé ça à très grande échelle, mais parce que pour compenser l'éolien, à un moment, il faut bien remplacer, quand le vent ne souffle pas, il faut bien remplacer par du gaz, par du fioul, etc., ou par d'autres énergies. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut être prudent et dans ces questions de mix, raisonner diversification, et ça a un sens, mais ne surtout pas rentrer dans des stratégies d'opposition de l'un à l'autre. Alors maintenant, je vais revenir sur les autres activités nucléaires pour dire plusieurs choses. Alors ce plan stratégique, effectivement, c'est un plan stratégique qui marque un virage. Il y a un avant et un après Fukushima. Il y a un après Fukushima en ce sens que le développement très rapide et très important que nous attendions va sûrement être un peu plus lent que prévu. Donc il n'y a pas de remise en cause à moyen terme de la stratégie, il y a un certain nombre de remises en cause dans la façon dont cette stratégie va être exécutée dans les prochaines années. C'est ce qui va nous conduire, par exemple, à ralentir certains investissements, tout simplement parce que le marché ne les justifie pas nécessairement tout de suite. Je dis bien ralentir, je dis reculer et pas nécessairement annuler. C'est ce qui va nous conduire aussi, là aussi pour rendre l'entreprise plus robuste, à réfléchir sur le périmètre du groupe, mais j'y viendrai, à la marge du groupe, et voir si certaines activités ont véritablement vocation à rester dans le groupe, si elles ne sont pas à la périphérie de nos activités, si elles ne pourraient pas être portées mieux par d'autres. Alors à l'intérieur, il n'y a aucune ambiguïté. Nous gardons le modèle intégré, donc vraiment la volonté de produire de la mine jusqu'au recyclage en passant par les réacteurs. Et quand j'entends parler de privatisation des mines, quand j'entends parler de démantèlement, ça n'est pas du tout la situation. Quelle est la situation réelle aujourd'hui? Nous avons, en application des décisions du Conseil de politique nucléaire de février 2011, mis en place une filiale détenue à 100% par Areva et qui regroupe l'ensemble de nos activités minières. Cette filiale, elle est porteuse de nos ambitions. Nos ambitions, c'est de rester parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la production d'uranium naturel. Et cette filiale, c'est un outil au service de cette ambition. Quelle peut être une éventuelle étape suivante? L'éventuelle étape suivante, c'est une réflexion pour savoir si l'entrée de partenaires au capital de cette filiale, tout en gardant un très fort contrôle de cette filiale, n'est pas une façon d'accélérer notre développement, d'atteindre nos ambitions. Et c'est pour ça que j'ai exprimé, de mon point de vue, une très forte préférence pour des partenariats industriels. Ayant dit ça, c'est une réflexion théorique, aucune discussion n'est engagée. La première priorité, c'était de mettre en place cette filiale. L'outil est là, et à partir de là, nous allons réfléchir sur le développement de cette ambition minière. Alors quel niveau pour cette ambition? Mais là aussi, ça sera le résultat du plan stratégique. Quelle va être
dans le futur l'évolution des besoins en uranium naturel. Il faut que nous arrivions à mieux cerner les conséquences du ralentissement, encore une fois, d'un certain nombre de programmes, de l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Que va-t-il se passer au Japon? À quel rythme les centrales vont-elles reprendre? Et c'est absolument pour cela qu'il fallait que nous ayons une réflexion de fond pour bien caler ces prévisions et à partir de là, voir à quel rythme nous devrions développer de nouvelles mines. Donc encore une fois, je veux insister là-dessus, cette mise en place d'une filiale minière qui nous appartient à 100% aujourd'hui, c'est un outil au service de l'ambition de demeurer un leader dans le domaine, un leader mondial dans le domaine de l'approvisionnement en uranium naturel, avec évidemment un intérêt pour le pays en termes de sécurité d'approvisionnement. Parce que vous n'êtes pas leader et vous ne convainquez pas des clients d'avoir appel à vous si vous ne leur présentez pas, par exemple, un ensemble de mines très diversifiées géographiquement. Et un des intérêts de la stratégie que nous avons menée jusqu'à présent, c'est que nous avons des implantations tout aussi bien au Kazakhstan, au Niger, au Canada, en Namibie, des recherches en Mongolie, au Gabon, etc. Donc la diversité géographique dans ce domaine, c'est une façon de garantir une sécurité d'approvisionnement pour le pays et pour nos clients au sens large. Donc, alors maintenant, parlons un peu des relations avec EDF. Alors, si vous voulez, les relations avec EDF, moi, je pense que ce sont des relations. Il y a deux entreprises qui sont fortes, qui travaillent sur des objets forts, avec des forts enjeux stratégiques. Il est normal que le débat soit intense. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce débat soit professionnel. Et il est professionnel aujourd'hui. Voilà. Et il est correct. Et comme je le dis parfois, je préfère que ce débat ait lieu dans les bureaux, pas dans les journaux. Et donc, il est absolument impératif que nous travaillions, comme nous avons commencé à le faire avec Henri Proglio et ses équipes, que nous travaillions sur un certain nombre de sujets qui engagent l'avenir de la filière nucléaire française au-delà des intérêts de chaque entreprise. C'est par exemple l'objet de l'accord qui a été passé sur l'EPR. Effectivement, EDF construit un EPR à Flamanville, nous en construisons un en Finlande. Il n'y avait aucune coopération entre les deux entreprises pour mettre en commun les retours d'expérience. C'est dommage, ça ne rapporte rien à la filière française. Mettre en commun ce travail, mettre en commun les idées des ingénieurs, c'est une façon de garantir, si vous voulez, une meilleure réalisation des projets futurs. Alors, comme vous l'avez très bien décrit, c'est une relation complexe. Parfois, nous sommes fournisseurs, parfois, nous sommes partenaires, parfois, nous pouvons être concurrents. Mais écoutez, soyons subtils dans la gestion de ces différentes situations, et ça se passe très très bien. Alors, l'international, par exemple, quel est le principal enseignement que je tire des États-Unis, des Émirats arabes unis? Les Émirats arabes unis, c'est un double problème. Premier problème, compétition avec des réacteurs de technologies de normes de sûreté différentes. Donc il est évident que nous avions en face de nous des Coréens utilisant des standards de sûreté de la génération précédente, donc des coûts inférieurs. Deuxième leçon des Émirats arabes unis, le fait qu'effectivement l'équipe de France a mis un certain temps à se présenter de façon structurée face aux clients. Comment éviter ça? Eh bien tout simplement, pays par pays, le plus en amont possible quand nous voyons des projets arriver, réfléchir à quoi? Aux attentes du client. Que veut le client? Et dans certains cas, le client voudra des solutions impliquant clairement EDF dans la construction, dans l'opération, dans l'investissement. Dans d'autres cas, le client voudra un EDF impliqué dans l'opération, dans le soutien à la formation, dans le soutien au démarrage. Et c'est à nous, à ce moment-là, de trouver la meilleure configuration, au cas par cas, si vous voulez, pour répondre aux attentes du client. Donc moi, je dirais que ça ne m'intéresse pas de réfléchir sur des schémas théoriques qui seraient meilleurs les uns que les autres. Ce qui m'intéresse, c'est au cas par cas, grâce aussi à tout le travail qui est fait en relation avec les ambassades, avec nos contacts avec les électriciens, de trouver la configuration qui gagne pour répondre correctement à tout cela. Alors sur l'EPR, d'abord un petit mot sur la gamme de réacteurs. Bien sûr, il ne faut pas avoir que l'EPR, et il faut travailler sur d'autres réacteurs, et nous le faisons en ayant développé avec les Japonais un réacteur de 1000 MW, qui est le fameux Atmea. Les Chinois ayant récemment exprimé un intérêt pour aussi développer un réacteur de troisième génération 1000 MW, nous sommes en train de regarder avec EDF et avec les Chinois s'il y a possibilité de faire converger ce que nous avons fait déjà sur Atmea et les attentes des Chinois. Bon, avec évidemment l'enjeu, ce serait de faire rentrer cette technologie sur le marché chinois. Donc tout ce travail de convergence, c'est un travail qui est fait par les équipes de techniciens en discutant avec les clients potentiels et à partir de là pour compléter notre gamme. Mais c'est un produit qui pour l'instant n'existe pas encore. Donc si nous parlons autant de l'EPR, c'est parce qu'aujourd'hui sur les marchés, c'est l'EPR que nous pouvons présenter, mais nous avons l'ambition dans quelques années de pouvoir arriver avec un réacteur de 1000 MW
Et ce serait une belle réussite, je pense, au lendemain des difficultés que nous avons connues, de pouvoir présenter sur le marché international un réacteur de 1000 MW associant les Chinois, les Japonais et les Français. On aurait là sûrement un argument commercial particulièrement fort. Alors les difficultés qu'on rencontre sur les EPR, moi, je crois qu'elles sont liées, et en particulier donc la Finlande et Flamanville. Effectivement, il faut procéder à une analyse objective de ces difficultés et à partir de là, voir les enseignements industriels que nous devons en tirer. Qu'observe-t-on? Tout d'abord, toutes les difficultés inévitablement liées à des premiers de série. Et je dis bien premiers de série pour ne pas dire prototype. Il n'y a pas de problème technique sur l'EPR. C'est-à-dire que le dessin de l'EPR, le concept est un concept validé, c'est un concept stable. Il y a des problèmes de conduite de chantiers de cette taille. Et ce sont des chantiers très importants. Vous avez aujourd'hui sur un chantier comme le chantier finlandais plus de 3500 personnes correspondant à plusieurs dizaines d'entreprises. Donc je pense que la filière française a fait, est en train de faire le réapprentissage du pilotage de projets de cette ampleur. Le deuxième aussi enseignement, c'est la mobilisation des fournisseurs. Vous savez que quand vous êtes fournisseur pour l'industrie nucléaire, vous travaillez avec des procédures, vous travaillez avec une qualification, vous travaillez avec la nécessité de produire des documents. La filière des fournisseurs, en France comme ailleurs, avait perdu l'habitude de ces grands chantiers. Elle est en train de se reconstruire. Évidemment, ça se traduit par un certain nombre de difficultés immédiates. Et puis, dernier point, il est incontestable aussi que dans le fonctionnement avec les autorités de sûreté elles-mêmes, quand elles sont en train de suivre des grands chantiers de cette nature, sont en train de faire évoluer leur réglementation, évoluer leurs attentes, et ça aussi c'est un élément dont il faut tenir compte pour la gestion de ces projets. Mais je veux bien insister sur le fait qu'il n'y a pas de problème technique de l'EPR, il y a aujourd'hui une expérience qui est en train de se construire à partir de ces grands chantiers. Alors les coûts correspondants, il n'y a pas d'opacité. Là, toutes ces choses sont totalement transparentes puisque toutes ces choses sont dans les comptes de l'entreprise, certifiées par les commissaires aux comptes, auditées. Quelle est la réalité pour nous de la Finlande? La réalité, ce sont des provisions qui ont été constituées à hauteur de 2,7 milliards, provisions, j'insiste bien, par rapport à un devis initial qui était de 1,8 milliard. Ce sont des provisions que alors ce sont des coûts à terminaison, c'est-à-dire qu'à chaque instant, nous nous projetons dans l'avenir pour savoir quel aura été le coût complet de réalisation de cette EPR. Et à chaque instant, nous intégrons, lorsqu'il y a la nécessité, des provisions supplémentaires, si tel est le cas. Aujourd'hui, la mise en place de ces provisions fait l'objet de procédures extrêmement strictes à l'intérieur de l'entreprise, de différents examens jusqu'au niveau du directoire. C'est validé par les commissaires aux comptes, c'est surveillé et suivi par le conseil de surveillance. Et aujourd'hui, donc, par rapport à la remarque de M. Goua consistant à dire il y aura des provisions supplémentaires, ma réponse c'est de dire s'il y en a besoin, en temps utile, au travers des procédures, si vous voulez, que nous devons suivre, je rappelle que nous sommes en entreprise cotée, des provisions supplémentaires seront intégrées. Mais aujourd'hui, ce que je constate sur le chantier finlandais, c'est que nous nous rapprochons à bonne vitesse de la phase terminale de ce chantier, c'est-à-dire de la préparation du démarrage des essais. Encore une fois, ça a été souligné par plusieurs intervenants, il est absolument impératif de tirer profit de ces différents chantiers, de bâtir notre expérience, de renforcer nos compétences, et c'est ce que nous faisons. Alors une question aussi sur le piratage informatique. Alors le piratage informatique, effectivement, nous avons été victimes de prélèvements sur notre réseau de messagerie. Et j'insiste bien sur notre réseau de messagerie. C'est-à-dire que les systèmes les plus importants, aussi bien de pilotage de nos usines que de conception, si vous voulez, des installations ou des produits, n'ont pas été atteints par ces prélèvements. Quand ce problème a été identifié, il a été identifié donc au courant de l'année 2011. Nous avons fait appel au service de l'ANSSI. Je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité et le professionnalisme des équipes qui ont été mobilisées et qui, dans un délai extrêmement court, nous ont permis d'identifier l'ampleur du prélèvement, de l'attaque, et de mettre en place les défenses vis-à-vis des agresseurs. Ça s'est fait rapidement. Et ça s'est fait évidemment de façon confidentielle pour des raisons évidentes. Et maintenant, les défenses sont en place avec toute une série de systèmes techniques et d'un certain nombre de systèmes d'alerte qui nous permettent de vérifier si de nouvelles attaques pourraient avoir lieu.
Autre sujet aussi que vous avez évoqué, qui est le sujet Uramine. Alors, plus généralement, si vous voulez, Uramine, c'est une acquisition qui a été très importante qui a été faite donc en 2007, à un moment où les prix de l'uranium étaient en train de s'envoler, à un moment où nous rencontrions un certain nombre de difficultés dans nos mines canadiennes et où nous avions quelques inquiétudes sur la situation au Niger, et donc il y avait la volonté très forte de se diversifier géographiquement. Comme tous les actifs de l'entreprise, à chaque année, ils font l'objet d'une réévaluation pour savoir si, en face de cet actif, la valeur de l'actif a évolué. Donc le plan stratégique va nous permettre de voir si effectivement nous avons des évolutions radicales sur le marché de l'uranium naturel, et à partir de là, de voir s'il est nécessaire d'en tirer des conséquences sur la valeur de cette acquisition. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder devant par rapport à ce projet et de voir comment ce projet peut s'inscrire dans notre politique de fourniture d'un uranium naturel. Tout ça est totalement transparent puisque l'explication de ce processus, vous le retrouverez dans la communication financière que nous avons faite à l'issue du premier semestre. Je continue Alors, l'incident de Marcoule-Socodéi. L'incident de Marcoule-Socodéi, bon, évidemment, nous regrettons très vivement le décès du salarié qui a été impliqué dans cet accident. Cette installation est gérée par EDF. Donc je dirais, il y a un certain nombre de questions que vous adressez. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ce soit l'exploitant qui réponde. Ce que je peux vous dire, c'est que cet accident étant intervenu sur un site où il y a beaucoup d'activités évidemment nucléaires et en particulier des nôtres, immédiatement donc les mesures d'urgence ont été prises, les plans particuliers d'intervention ont été mis en œuvre et d'ailleurs levés assez rapidement puisque la situation sur le site a été contrôlée très rapidement. Je pense avoir... un petit mot sur les États-Unis. Alors, les États-Unis, effectivement, vous savez que c'est aujourd'hui le pays qui exploite le plus grand nombre de réacteurs. Il y en a plus d'une centaine. Donc, grâce à un effort patient, grâce à des acquisitions, nous y avons construit une présence industrielle très forte. Nous avons plus de 5000 employés aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui numéro 1 aux États-Unis dans le domaine de l'activité nucléaire en travaillant sur l'ensemble des sujets. Et en particulier dans le domaine du démantèlement. Ça représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Et ce marché croît régulièrement. Donc notre ambition, bien entendu, est de continuer à renforcer notre présence dans la perspective d'une reprise inévitable du nucléaire dans ce pays. Alors sur le sujet du démantèlement, effectivement, Areva a construit au fil du temps une grande expérience dans le démantèlement. En Allemagne d'abord, en démantelant des centrales nucléaires. En France, en démantelant ses propres installations. Puisque sur un site comme La Hague, il y a régulièrement des activités de démantèlement. Et aux États-Unis, en travaillant aussi au démantèlement de nombreuses installations nucléaires du Department of Energy. Donc aujourd'hui, il y a un ensemble de compétences que nous allons structurer, et en particulier en Allemagne, que nous allons structurer pour répondre à cette demande croissante. Et donc nous y voyons aussi une possibilité pour valoriser nos activités et nos compétences. Je pense qu'il faut aussi retenir de cet aspect démantèlement que ces très nombreuses réalisations que nous faisons nous rendent confiants sur l'estimation des coûts du démantèlement, puisque je sais que c'est un débat qui est important. Les coûts du démantèlement, pour nous, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique au quotidien sur toute une série d'opérations que nous réalisons dans des environnements variés. Je rappelle aussi que pour couvrir les dépenses de démantèlement correspondantes, nous avons un fonds que nous provisionnons régulièrement en fonction de l'évolution ou de l'évaluation des coûts de démantèlement de nos propres installations. Et ce fonds fait l'objet d'un suivi particulier par une commission indépendante de notre conseil de surveillance afin de s'assurer qu'il y a en permanence un équilibre financier entre les ressources que nous avons affectées et les dépenses futures. Alors sur le sujet des déchets, nous restons, nous, convaincus que la bonne solution pour traiter cette question des déchets, c'est le recyclage. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde. D'autres pays ont déjà pris cette voie, comme le Japon, prennent cette voie, comme la Chine, avec notre soutien. La Grande-Bretagne aussi veut moderniser ses installations et un débat permanent fonctionne sur ce sujet aux États-Unis. Pourquoi c'est la bonne solution? Parce que d'abord, ça permet de tirer un meilleur parti des combustibles et des ressources en uranium, donc finalement d'améliorer la sécurité d'approvisionnement de ce point de vue-là, d'augmenter les ressources. Et pourquoi c'est la meilleure solution? Parce que ça diminue de façon radicale le volume des déchets à longue activité et longue durée de vie
pour lequel donc le stockage est en cours de définition, nous allons dire, dans l'est de la France. Donc sur cet aspect recyclage, là aussi, ce qui est très intéressant à la lueur de l'événement de Fukushima, c'est de constater qu'un certain nombre de piscines des réacteurs nucléaires étaient initialement simplement dimensionnées pour accueillir des combustibles pendant leur phase de refroidissement. Et ensuite, ces combustibles devaient être extraits, transférés dans d'autres stockages, recyclés ou non. La réalité, c'est que peu à peu, ces piscines près des réacteurs sont devenues des piscines de stockage des combustibles et sans assurer un débouché à l'extérieur. Donc nous pensons que là aussi l'accident de Fukushima a mis en évidence la nécessité de trouver une solution pour gérer ces combustibles. Le recyclage est probablement aujourd'hui la solution la plus pertinente, à la fois sur le plan de la sûreté et sur le plan économique. Voilà, j'espère ne pas avoir... L'Allemagne, peut-être dernier point. Bon, effectivement, dans le cadre du plan stratégique, comme je l'ai dit, nous sommes amenés à réfléchir sur l'ensemble de nos dispositifs. Nous avons 5000 personnes en Allemagne. Ces personnes travaillent à peu près à 40% pour le marché allemand et à 60% pour l'export. Vous imaginez bien qu'il y a une forte contraction du marché allemand et qu'il nous faut trouver à ce moment-là, voir comment réagir par rapport à cette contraction, tout en gardant une intention très ferme de rester dans ce pays pour participer au développement du renouvelable et pour créer potentiellement un centre de compétences dans le domaine du démantèlement. Alors sur la sous-traitance, c'est un sujet qui a toujours fait l'attention chez Areva d'une très très grande attention, en particulier sur la fameuse question des sous-traitances en cascade par niveau. Nous avons toujours voulu maîtriser ce phénomène et donc nous limitons les niveaux de sous-traitance pour ne pas se retrouver à des cascades incontrôlables. Deuxièmement, les sous-traitants sont considérés comme des employés d'Areva comme les autres. Ils suivent les mêmes formations. Ils apprennent à évoluer dans les mêmes conditions que nos propres équipes. Et d'ailleurs, j'ai parfois l'impression que derrière ce mot de sous-traitance, il y a implicitement l'idée que c'est une sous-traitance économique, low cost. Notre sous-traitance, la sous-traitance que nous employons, c'est une sous-traitance qualifiée parce que nous pensons que pour un certain nombre d'opérations, il vaut beaucoup mieux faire appel à des prestataires qui font régulièrement la même opération sur différents sites, qui acquièrent de l'expérience et qui, à partir de là, sont plus performants, travaillent dans de meilleures conditions lorsqu'ils viennent chez nous. Donc, EDF, vous avez vu, a affiché récemment des intentions de limiter les niveaux de sous-traitance, de contrôler plus drastiquement la situation. Je dois dire que là, nous sommes à la fois partenaires et fournisseurs d'EDF, donc cette règle nous sera appliquée. Elle ne nous pose pas de problème puisque nous fonctionnons déjà de cette façon-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour toutes ces réponses, pour votre vision stratégique, pour le point que nous faisons aujourd'hui. Et de cet échange avec vous, mes chers collègues, qui était très, très intéressant. Merci et nous convierons une nouvelle fois, si vous voulez bien. Mes chers collègues, merci. Merci, Monsieur le Président.